En Afrique du Sud, Jacob Zuma est attendu devant une commission d'enquête. L'ancien président poursuivi pour corruption est convoqué de force pour témoigner. Il s'était absenté à plusieurs reprises. Au Ghana, un député du parti au pouvoir a été abattu par des hommes inconnus. Le parlementaire s'était rendu dans sa circonscription pour faire campagne dans le cadre des législatives prévues pour décembre prochain. Et puis, le lauréat du prix Nobel de la paix 2020 est dévoilé. La prestigieuse distinction est attribuée au Programme alimentaire mondial pour ses œuvres en faveur de la lutte contre la faim. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. En Afrique du Sud, l'étau se resserre autour de l'ancien président Jacob Zuma. Il vient d'être convoqué pour témoigner de force devant une commission d'enquête chargée de la lutte contre la corruption avant la fin du mois de novembre. Les enquêteurs veulent l'entendre sur de nombreux charges qui pèsent contre lui. Cette assignation survient 10 jours après que Jacob Zuma, jugé dans son pays pour corruption, a accusé le président de la commission d'enquête d'être partial et réclamé qu'il se récuse. Depuis bientôt 2 ans, la commission a entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. Au moins 34 témoins à ce jour impliquent directement ou indirectement l'ancien président, selon le principal avocat de la commission, Paul Pretorius. Il est important que Zuma comparaisse devant la commission, car la plupart des accusations de corruption concernent la période où il était président, a-t-il souligné. Mais l'ex-président a refusé à plusieurs reprises de témoigner. En septembre, pour expliquer son absence, ses avocats ont invoqué des risques pour sa santé ou avancé qu'il est occupé à préparer sa défense dans un autre dossier de corruption. Président de la commission et vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo a ordonné vendredi la convocation de Jacob Zuma du 16 au 20 novembre. Rappelant faire son travail, Zondo a expliqué donner ainsi à Zuma l'opportunité de se présenter ici et laver son nom. Une absence sans motif suffisant constituera une infraction pénale, a-t-il ajouté. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission en 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis d'éradiquer la corruption. Enfin, la liberté, Soumaïla Cissé, homme politique malien d'envergure, et Sophie Pétrolin, dernière otage française encore détenue dans le monde, jusqu'alors présumée aux mains des djihadistes, ont été libérés. 2 otages italiens, dont un prêtre enlevé aussi au Niger en 2018, ont aussi été libres. Les détails. Outre l'homme politique malien Soumaïla Cissé et la dernière otage française encore détenue dans le monde, Sophie Pétronin, les Italiens Niccolò Ciaccio et le père Pierluigi Macali, aux mains de groupes djihadistes, ont été libérés. La libération annoncée jeudi a eu lieu mardi, dit le gouvernement. Aucun détail n'a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération annoncée qui se dessinait depuis le week-end. Sophie Pétronin avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, au nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Comme ça va beaucoup mieux. Je remercie les autorités maliennes pour tout ce qu'elles ont fait. Le gouvernement français qui, paraît-il, a œuvré également. Ce pays, j'y ai passé presque un quart de siècle dans le Nord pour soigner les enfants, la malnutrition, etc. Ma plus grande joie aujourd'hui est de savoir que mon assistant a pu continuer le travail sans moi. Voilà. Alors, pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Soumaïla Cissé, pour sa part, deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest. En Guinée-Conakry, l'opposant Cellou Dalein Diallo a appelé le président Alpha Condé, son challenger, parti à la retraite. Il a lancé cet appel dans une interview accordée à France 24 et Radio France Internationale. Le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo, a exhorté le président sortant Alpha Condé à partir dignement à la retraite. En l'appelant parti à la retraite, il met en doute sa capacité à 82 ans à exercer un nouveau mandat.
Avec son âge, il n'a plus la capacité physique et intellectuelle d'exercer cette fonction exigeante de président de la République, a déclaré Cellou Dalein Diallo dans une interview à France 24 et RFI de Macenta, au sud de Guinée, où il était en campagne. Je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité due à un ancien président, a poursuivi l'opposant, affirmant son respect pour son âge et sa fonction. Mais il ne suffit pas de revendiquer d'avoir été président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, d'avoir fait 40 ans de combat pour la démocratie et une fois au pouvoir, on oublie tout ça et on veut se maintenir à tout prix, a-t-il estimé. Cellou Dalein Diallo a également souligné que le président Condé faisait essentiellement campagne par visioconférence. Ancien opposant historique, Alpha Condé, premier président démocratiquement élu en 2010 après des décennies de régime autoritaire en Guinée, a été réélu en 2015. Il a fait adopter, lors d'un référendum contesté en mars, une nouvelle constitution qui maintient la limite de mandat présidentiel à 2, mais lui et ses partisans arguent que ce changement de loi fondamentale remet le compteur à 0, tandis que ses adversaires dénoncent un coup d'État constitutionnel. Le Parlement ghanéen est en deuil. Un député du parti au pouvoir, le New Patriotic Party, le NPP, a été tué par des braqueurs présumés. Le drame est survenu tôt ce vendredi à 100 km de la capitale Accra, alors qu'il était en campagne pour les élections législatives prévues pour le 7 décembre prochain. Reportage. Le député quittait sa circonscription où il faisait campagne en vue des élections législatives du 7 décembre lorsque son convoi a été bloqué. Le chauffeur a tenté de passer le barrage, mais ils ont tiré sur lui, a raconté un responsable de son parti qui accompagnait le parlementaire dans son déplacement. Hayford a expliqué aux assaillants qu'il était le député de la circonscription. Selon le témoin, ils ont immédiatement tiré sur lui et il est mort sur place. Le chauffeur est décédé plus tard à l'hôpital. Les braqueurs nous ont demandé de nous allonger. Certains ont pris la fuite dans la brousse. C'était terrifiant. On n'entendait que des coups de feu, a ajouté l'une des victimes du braquage qui a souhaité conserver l'anonymat. Je suis choqué et attristé par l'annonce du meurtre du député par des braqueurs présumés tôt ce matin. A réagi sur Facebook le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. La police doit arrêter au plus vite les responsables de cet horrible et cruel acte. Le parti d'opposition, le National Democratic Congress, NDC, a indiqué suspendre jusqu'à lundi la campagne électorale dans cette circonscription en soutien au parti adverse endeuillé. Les élections législatives et présidentielles sont prévues le 7 décembre au Ghana, pays anglophone de 30 millions d'habitants. Le président Nana Akufo-Addo est candidat à sa réélection. En Mauritanie, la militante des droits des femmes et des minorités Mekfoula Ment Brahima a reçu ce jeudi un prix décerné par une ONG internationale pour ses luttes en faveur des minorités. Elle a donc reçu des menaces de mort et a été emprisonnée pour avoir abordé certains thèmes considérés comme tabous en Mauritanie. Suivez sa réaction après sa distinction. Remporter un prix prestigieux au nom de 52 pays africains est une chose extraordinaire. C'est une reconnaissance du travail que je fais par une institution internationale qui suivait ce que je faisais sans que moi-même je ne sois au courant. Un travail ignoré par beaucoup de gens, mené dans des conditions difficiles, dans des coins reculés de la Mauritanie. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat et j'ai été empoisonnée. Des campagnes de diffamation quotidiennes sont menées contre moi et les gens me fuient. Ces campagnes alimentent des discussions de salon de façon exécrable parce que j'ai osé parler à un moment où les femmes n'ont pas droit à la parole. Et cette prestigieuse distinction à présent, la présidente du comité Nobel, le prix Nobel de la paix, a annoncé que le prix Nobel édition 2020 a été donc attribué au programme mondial alimentaire mondial, le PAM. Un moment de fierté, a réagi un porte-parole de cette organisation quelques secondes après l'annonce du comité Nobel norvégien. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies qui, du Yémen à la Corée du Nord, nourrit des dizaines de millions de bouches dans un monde où la faim, redoutable arme de guerre, devrait encore progresser du fait de la Covid-19, a été choisi pour l'édition 2020 du Nobel de la paix. Le PAM
est récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre, a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. Le programme alimentaire mondial PAM aurait été un lauréat digne du prix sans la pandémie, mais la pandémie et ses conséquences renforcent absolument les raisons pour ce prix, a-t-elle ajouté. Un moment de fierté, a réagi un porte-parole de l'organisation. C'est un moment de fierté. La nomination elle-même suffisait. Alors, aller plus loin et recevoir le prix Nobel de la paix n'est rien de moins qu'un exploit. C'est une organisation que je sers depuis 9 ans. J'ai pu voir à quel point des personnes peuvent être dévouées à faire de leur mieux dans le monde entier. Juste avant de m'installer à Genève, j'étais basé au Soudan du Sud, où les gens marchaient à pied pour servir l'humanité. C'est vraiment un moment de fierté et je me sens vraiment honoré de faire partie de cette grande équipe. Fondé en 1961 avec son siège à Rome et financé intégralement par des contributions volontaires, le PAM dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier. Un chiffre vertigineux, mais qui ne représente qu'une fraction du besoin total. Malgré les progrès enregistrés ces 3 dernières décennies, l'objectif établi par l'ONU d'éradiquer la faim d'ici 2030 semble hors d'atteinte si les tendances actuelles se poursuivent, selon les experts. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.